Largo Winch, 13, Torgal, les plus grandes séries de la bande dessinée moderne. Le scénario est signé Jean Van Hamme et il est avec moi. Jean Van Hamme, c'est extraordinaire d'imaginer à présent ce qu'avaient été les débuts de Black et Mortimer, c'est-à-dire quelqu'un que vous admiriez, qui était évidemment Edgar P. Jacobs, le créateur de ces personnages mythiques dont vous, aujourd'hui, vous publiez une suite à l'un de ses plus fameux albums. La suite s'appelle La Flèche Ardente. Évidemment, c'était le rayon U. C'est un rêve de gosse de vous dire, ça y est, je reprends l'album qui avait précédé Black et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, et puis je vais imaginer la suite. Mais c'était pas un rêve de gosse, pas du tout. C'était purement un rêve d'adulte. Bien sûr, j'avais eu l'occasion de lire, j'avais 4 ans et demi, le rayon U quand il paraissait dans le magazine Bravo, qui m'était expliqué par mon oncle pour que je puisse comprendre. Mais moi, je savais pas qu'il y avait un auteur, bien entendu. Ce que je voyais, c'était des monstres préhistoriques, d'énormes crocodiles, des gens qui se battaient les uns contre les autres avec des avions, des bateaux. C'était extraordinaire. Je comprenais pas tout, mais je trouvais ça une aventure sidérante. Et puis, ça a été réédité relativement récemment par les éditions Blake et Mortimer, et le rayon U, et je l'ai relu, et je me suis dit, mais mettez-vous à ma place, vous lisez le rayon U, ça part dans tous les sens, ça n'a pas de fin, donc il faut une suite. Oui. Ah oui, tout de ça, suite, vraiment. je me suis dit, je veux faire la suite, je téléphone à l'éditeur, et je lui dis, Yves, il s'appelle Yves, est-ce que si je faisais la suite du rayon U, pour expliquer ce qu'est le rayon U, parce qu'on n'en parle pas du rayon U, on va juste à la première page, une petite boule, une petite lumière dans une boule. Et il dit quoi? Tu veux faire la suite? Ah bon, vas-y, on verra bien. Eh bien, on a bien vu. Je me suis amusé comme un petit fou. J'ai mis à peine 1 mois et demi pour écrire ça. C'est complètement kitsch. J'ai adoré jouer à être Jacobs il y a très longtemps. Et voilà, Jacobs à ses débuts. Hein. Les premiers albums, le rayon U, avant la série Black et Mortimer. Et donc désormais, regardez, vous voyez comment on voit derrière les albums comme ça. Ben, désormais, le deuxième, c'est maintenant c'est vous qui apparaissez. Là, voilà, avant de revenir avec l'affaire Francis Blake, où vous allez prendre la suite, le premier d'ailleurs, à prendre la suite des scénarios, d'imaginer une suite aux personnages mythiques de Jacobs. Alors évidemment, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il n'était pas fini son album. Vous vous êtes dit, il faut absolument... Attendez, le rayon U, il savait pas où il allait. On lui demande du jour au lendemain de faire une histoire à la Flash Gordon. Il démarre, il parle d'un rayon U dont on parle plus jamais après. Il dit que mêlé avec un minerai qu'il s'appelle uranium fait une arme terrifiante. On n'en parle plus jamais non plus. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel dans le rayon U et qu'il n'y a eu plus jamais après, c'est le flirt. Il y a plein de dames et de messieurs qui flirtent et qui flirtent tellement bien qu'il y a des scènes de jalousie et ces scènes de jalousie leur sauvent d'ailleurs partiellement la vie, mais pour ça il faut relire le rayon U, bien entendu. Alors maintenant on va lire La Flèche Ardente, la suite enfin. Et alors évidemment il y a une île noire, on voit des monstres, une espèce de des monstres absolument gigantesques, et puis il y a une matière, l'uranium, en fait une matière qui pourrait permettre d'avoir une puissance infinie, et puis il y a des personnages qui vont vouloir s'approprier ce pouvoir. Oui, parce que on sort de la guerre, bien entendu, de la vraie guerre, et ils veulent avoir une arme qui... Et c'est une allusion assez simple, je dirais, à la bombe atomique, bien entendu. Mais heureusement, dans ma suite, l'iradium disparaît à la suite d'une éruption et coule dans les fonds insondables de la mer. Donc on ne pourra jamais
faire l'arme dont il rêvait, mais dont on fait la démonstration grâce à un petit caillou d'uranium qui avait été donné par le prince des îles Noires dans le rayon U. Oui, mais il y a évidemment les spiritualités, les dieux qui peuvent, pour leur protéger cette terre, ne pas laisser les hommes faire n'importe quoi. L'iradium, ça c'est le nom que les savants donnent à ce métal, ou ce minerai plus exactement, mais pour le peuple des îles Noires, le peuple central de cet univers, appartient au dieu Puncha Talok. Voilà. Et donc, se servir de l'iradium, c'est commettre un crime de lèse divin. Oui. Et alors, ils sont punis. Oui. Ils sont punis quand ils touchent, comme c'est le cas du père d'une des jeunes dames de l'histoire qui a disparu et que moi je fais réapparaître. Oui, parce que derrière il y a ses habitants. Et au fond, pour acquérir ce pouvoir, on peut se dire, on va les détruire tous s'il le faut. C'est la recherche de l'argent, les méchants. Ça, c'est les méchants qui disent. Les gentils veulent aussi l'iradium, mais sans obligatoirement sacrifier la population. Voilà. Mais de toute façon, ils veulent l'iradium tous les deux. Les uns en étant méchants, les autres en étant gentils. C'est complètement... Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de morale, au fond, Jean Van Damme, derrière tout ça. Il y a une morale simpliste, totalement simpliste. En fait, tout, c'est kitsch, tellement c'est simple, et c'est kitsch dans les réactions des gens. Écoutez, c'est extraordinaire. Dans le rayon U, vous avez le savant qui, après avoir erré dans les rochers, etc., arrive à l'air libre, est attaqué par des ptérodactyles. Ses camarades le voient arriver et tirent et tuent les ptérodactyles. Et qu'est-ce qu'il dit, le bonhomme à qui on vient de sauver la vie? Hello. Je trouve ça. C'est tout juste, il ne dit pas how do you do, quoi. Hein. C'est formidable. C'est extraordinaire. Alors, quand j'ai lu ça, je dis il faut donner une suite à cette histoire et surtout donner un avenir au rayon. Oui, alors mais d'abord, grâce à vous, il continue. Mais alors, Edgar P. Jacobs continue aussi, d'une certaine façon. Vous avez pensé à lui, vraiment, en écrivant ce scénario, Jean Van Damme? J'ai pas pensé à lui, non. J'ai beaucoup pensé à lui quand j'ai fait du Blake et Mortimer. Là, j'ai vraiment pas pensé à lui. Non, j'ai pensé au personnage, j'ai pensé au sentiment que j'ai éprouvé en 1943 en découvrant cette histoire que je voyais comme étant formidable, même si je comprenais pas tout. Oui. Vous l'avez rencontré? Alors, j'ai eu la chance de le rencontrer un peu par hasard. Et Greg, rédacteur en chef de Tintin, créateur d'Achille Talon, entre autres, voilà, me présente au grand Edgar P. Jacobs, qui était grand d'ailleurs, il avait un grand manteau, et qui me dit, dites-moi, on m'a dit que vous étiez ingénieur. Ben, je dis oui, à l'époque j'étais encore ingénieur. Est-ce que je suis à la recherche d'une formule chimique qu'on puisse diviser en 3. Je dis, bon, quel genre de... N'importe quoi. Bon, ben je dis, je vous fournis ça sans le moindre problème, et je pense à la chimie organique. La chimie organique, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est hydrogène, oxygène, azote et carbone. Et vous coupez ça en 5, en 3, en 2, en tout ce que vous voulez. Et puis, paraît sa fameuse histoire, les 3 formules du professeur Sato. Et sur la couverture, il y a ma formule qui apparaît sur la couverture. Ma formule divisée en 3. Mais je m'aperçois qu'en fait, ce qu'il cherchait, c'était une formule informatique. Ça n'a strictement rien à voir avec la chimie organique. J'ai donc dit à l'éditeur, écoutez, il y a une erreur, ne mettez pas cette formule sur la couverture, ça n'a aucun rapport. Eh bien,
ils ne m'ont pas écouté. Et dans les rééditions actuellement, si vous regardez la couverture, mais c'est évidemment en petit au dos de cet album, vous verrez, ma formule y est toujours. Je suis donc le créateur de 3 formules du professeur Sato. Eh bien, le monde l'ignorait, maintenant le monde le sait. Mais Jacobs a fait partie de ceux qui vous ont donné envie d'écrire des histoires. Oui, ils font partie forcément, je pourrais dire Hergé aussi, je lisais des Tintins aussi, et puis dès que j'ai su lire un peu mieux, forcément, c'était Jules Verne, c'était Louis Bousnard, c'était les autres. De raconter des histoires, oui. De faire de la bande dessinée, je n'y pensais pas encore. Dès l'âge de 12-15 ans, j'ai écrit quelques nouvelles courtes, pas très à droite, l'idée de raconter une histoire. Et un peu le hasard a fait que j'ai essayé des romans, mais qui n'ont pas très bien marché. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai rencontré Cuvelier, qui m'a introduit au journal Tintin. Puis, comme ça, j'ai fait la connaissance de Greg, qui m'a confié, alors que je travaillais toujours pour une de mes multinationales, qui m'a confié le soin d'aider quelques dessinateurs à raconter leur histoire. Et puis, jusqu'au jour où, n'ayant absolument pas envie de devenir président, directeur général de la société où je travaillais et que je préférais de loin raconter des histoires, j'ai démissionné et je me suis mis à raconter des bandes dessinées. Et là, on voit derrière Torgal, par exemple. C'est un personnage que vous aimez, il y a une affection... Mais Torgal est né, je dirais, d'avoir fait connaissance avec Grzegorz Rosinski, polonais, qui est le seul dessinateur qui n'était influencé par aucun de nos auteurs classiques. Il y a la fameuse école de Gigé, c'est la partie Spirou, Franquin, etc. Il y avait la partie Hergé, et tous nos dessinateurs étaient influencés par les uns ou par les autres. Par Rosinski, il avait un dessin à lui, un dessin costaud, un dessin brutal, et j'ai tout de suite eu envie, je l'ai pris par la peau du cou, je l'ai amené au journal Tintin pour qui je travaillais à l'époque, et j'ai montré à André-Paul Duchâteau, qui était le rédacteur en chef, et j'ai dit, voilà, je veux faire une histoire avec ce garçon, je ne sais pas quelle histoire on verra. Alors on a discuté, Rosinski et moi, il est retourné en Pologne, il fallait 3 heures pour pouvoir se téléphoner, on avait le même numéro de téléphone, c'était un hasard pur, mais c'était quelque chose qui nous paraissait un miracle. Et on a trouvé la mythologie, quelque chose proche de la mythologie nordique, parce qu'il y avait la censure en Pologne et une histoire trop moderne risquait de ne pas de lui causer des problèmes. Et c'est devenu Torgal. Voilà. Et c'est grâce à la force de son dessin que Torgal a pris de l'ampleur et m'a donné, moi, envie de raconter les plus belles histoires possibles grâce au dessin de Rosinski. Oui, une autre série, tiens, je ne sais pas, par exemple, Largo Winch. Alors ça, c'est complètement un univers actuel. Ça vous plaît d'être dans un personnage comme ça? Ben oui, parce que, je cherchais... c'est un peu une longue histoire, c'est parce que Greg essayait de percer le marché américain et donc de faire des scénarios qui seraient dessinés par des Américains. Et pour ça, il fallait des scénarios, des personnages récurrents, puisque ça apparaîtrait dans le journal Tintin avant de devenir des albums. Et je ne savais pas, il y avait déjà tout dans Tintin. Il y avait un cow-boy, il y avait un pilote de course, il y avait un détective, il y avait tout. Et je cherchais un personnage récurrent. Et la veille du jour où je devais rencontrer John Prentice, qui était le dessinateur qui m'était dessiné, je dîne avec Greg dans un resto à New York. Et on parlait d'une histoire de l'époque, le fils d'un célèbre fabricant, d'un riche fabricant de tapis flamands qui avait été enlevé contre rançon. Et l'un de nous deux a dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Tilt. C'est parti de là. J'ai passé toute la nuit à inventer Largo Winch. C'est parti de là. Il n'y avait pas de personnage riche. Sulitzer n'existait pas encore. Oui. Et donc, voilà, et c'est comme ça que Largo Winch est né. Et Largo Winch, a cet immense avantage, c'est que les garçons ont envie de lui ressembler et les filles ont envie de le rencontrer. Oui. Donc, voilà. Et 13
Alors ça, quand même, sacrée aventure, ce personnage. Voilà. Là, c'est Greg, voulant partir aux États-Unis, faisait une histoire avec William Vance, et cette série s'appelait Bruno Brasil. Et avant de partir, il me propose de faire la suite de Bruno Brasil. Bon, 13, Vance déménage en Espagne, sa femme était espagnole, et on paye moins d'impôts en Espagne qu'en Belgique, donc c'était une très bonne idée. Mais on n'a toujours pas l'accord écrit de Greg pour prendre la suite de Bruno Brasil. Bon, donc Vance se trouve en chômage technique et dit « Et je venais de lire La mémoire dans la peau ». J'avais lu en anglais, et je trouvais l'idée de départ pas bête, pas mal, mais ce dont on accusait le bonhomme était franchement quelconque. Donc j'ai pris, et je ne m'en cache pas, le même point de départ, un type qui n'a plus de mémoire, mais on l'accuse non pas d'avoir assassiné un diplomate quelconque qui, dans La mémoire dans la peau, n'a aucune importance, mais pas n'importe qui, le président des États-Unis. Donc, double problème, savoir qui je suis et si j'ai vraiment commis. Et donc, c'est parti de là, et c'est devenu un jeu entre les lecteurs et moi. Quel va être le rebondissement auquel ils ne s'attendent pas, mais qu'ils s'attendent quand même. Et c'était un jeu avec les lecteurs, ça a très bien marché jusqu'au bout. Oui, mais quand on touche comme vous tellement de millions de lecteurs, Jean Van Damme, on se dit... Il y a une communauté, il y a au fond quelque chose qui touche à l'universel, il y a une histoire qui raconte quelque chose à chacun. J'aime bien raconter des histoires. J'ai appris à bien aimer raconter des histoires. J'ai surtout appris en le faisant, à la raconter convenablement. Et c'est un vrai bonheur de distraire les gens, parce que mon but, c'est de distraire. C'est pas d'avoir l'air d'être d'un auteur. Non, je suis raconteur d'histoire et j'ai envie de distraire les gens l'espace d'une heure, 2 heures. Et quand ça réussit, je suis heureux, tout simplement. Non pas seulement par la réussite, je vais dire, le succès des albums, mais parce que le but que je me suis donné, distraire les gens, est atteint. Oui. Donc, je suis un homme heureux. Oui. Si Hergé avait autorisé la suite de Tintin, vous auriez accepté d'imaginer un scénario de Tintin? Je n'aurais pas été capable de scénariser comme Hergé. Hergé avait un sens du scénario assez inégalable. Il se faisait aider dans le dessin, d'accord. Il se faisait aider peut-être dans le sujet principal, mais le découpage d'Hergé, les premiers étaient extraordinaires, d'un absurde complet, et ça fonctionnait. Souvenez-vous quand même, dans Tintin en Amérique, on l'enferme, les méchants l'enferment dans le coffre d'une voiture, et 1 heure après, la voiture s'arrête et il sort du coffre avec une scie à la main, parce que la scie se trouvait évidemment dans le coffre. Et bon, ce qui lui a permis de sortir, complètement absurde. Et puis vous avez une vache qui est sur un tapis roulant, et à la sortie, vous avez une boîte de conserve. Ça, c'était les débuts. C'était complètement absurde, mais ça fonctionnait. Et après, il est devenu plus sérieux, mais il a collé des personnages annexes, les Dupont d'abord, et puis Haddock, et puis Tournesol. Je ne crois pas que j'aurais été capable d'être à la fois aussi illogique et logique qu'Hergé. Il parvenait à sauter de l'un à l'autre. Le truc habituel, Haddock tourne le coin de la rue, on lit ping, pang, pouf, et il revient, il a déjà ses bandages autour de la figure. Oui. Il faut le faire. Il n'y a qu'Hergé qui était capable de faire ça. J'aurais été donc incapable. Admiration infinie pour Hergé, vous, Jean Van Damme. J'ai une totale admiration pour Hergé, pour la façon dont il découpait ses personnages. Une fois qu'il a eu les copains, je vais dire, de Tintin est redevenu sérieux. Beaucoup moins... Ils sont tentés d'être le metteur en scène, je dirais, de l'action qui allait se produire. Et le comique était réservé aux Dupont, à Haddock, à Tournesol, aux voisins, à... Non.
La richesse de scénariste, j'aurais été incapable de le faire. Mais Jacob, ça allait. Jacob, c'était dans ma norme. Oui. Hergé, non. Oui, mais au fond, c'est quoi la bande dessinée belge? Vous qui êtes belge, Jean Van Damme. Alors, comment on pourrait définir? Qui a inventé d'abord cette bande Deux dessinée personnes. belge? Oui. La bande dessinée est devenue vraiment belge grâce à 2 personnes. Un, on vient d'en parler, Hergé. L'autre, c'est le général de Gaulle. Ah Pourquoi? bon? Pourquoi? Ah, je sais pas. Ah ben, je vais vous le dire. Hein, c'est pas un Je secret. savais pas qu'il était belge, le général de Gaulle. Non, Mais bon. je sais qu'il a dit mon seul rival international, Oui, c'est c'est Tintin. Tintin. Mais c'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'il a refusé le plan Marshall. Comme il a refusé le plan Marshall, le papier était rationné. Le papier était réservé à des choses sérieuses et pas des petites amusettes comme les histoires en images. Donc, pas de bande dessinée en France, sauf le journal de Mickey un petit peu plus tard, sauf Vaillant qui appartenait au Parti communiste, mais tout le reste on parlait de Jacques Martin tout Oui, à l'heure. qui était français. Il Martin. était français. Oui, inventeur d'Alix. Mais oui, mais il est allé s'installer en Belgique. Gratton est allé s'installer en Belgique. Tous les Français sont allés s'installer en Belgique parce que là, on pouvait faire de la bande dessinée parce que le papier n'était pas rationné. Donc, il y a eu Tintin, il y avait de nouveau Oui. Spirou. Non, mais il n'y a pas un génie belge en particulier qui expliquerait, en plus du prix du papier... Hergé, bien sûr. Hergé, qui a quand même été le maître de la bande dessinée européen et mondial même. Non, il y avait Hergé. C'était qu'il était très belge, au fond. Il commence d'ailleurs par les aventures de Cookie Plup et Josette et Joko. Mais au fond, vous lui diriez, parce que vous parliez de l'absurde des histoires de Tintin, ça c'est très belge. Mais oui, mais il y a de l'absurde, mais cet absurde collait avec son histoire. Et il y a eu, pas dans les toutes premières histoires, mais finalement, il y avait une sorte de morale par après. Et Hergé est devenu plus sérieux quand il a pris les rênes du journal Tintin. Parce que les trucs absurdes, c'était plutôt avant. Tintin chez les Soviets, complètement absurde, hein? Quand il répare sa voiture en jetant toutes les pièces sous le capot, etc. Et absurde dans Tintin en Amérique, assez absurde dans Tintin au Congo, qui a été assez bien critiqué par après. À tort, parce que c'était l'époque. On ne peut pas changer oui, c'était pas raciste, c'était pas... non, ça pourrait être considéré comme raciste si ça avait été écrit maintenant. Mais il faut quand même respecter. Et donc, l'histoire a été rééditée telle qu'elle était à l'époque. Donc, Hergé était important, mais malgré tout, la création des magazines tels que Heroic Album, Tintin, bien entendu, Spirou qui a repris Vril et quelques autres, c'était une foison de magazines dans lesquels les dessinateurs, auteurs belges, mais aussi français, donc la bande dessinée était belge. Oui. Parce qu'il n'y en avait pas en France, à part Vaillant. C'est ça. Et alors, au-delà de ça, vous avez repris Black et Mortimer. Oui. Hergé, lui, ne voulait pas qu'on touche à Tintin. Vous comprenez ça pour un auteur, qu'on dise, moi, après moi, le personnage ne peut plus vivre? Je trouve ça dommage. Oui. Je trouve ça dommage parce que je trouve que le personnage est plus important que l'auteur. Il n'appartient plus à l'auteur à un moment donné? Non, Hergé a dû supposer que l'auteur était plus important que le personnage. Je trouve ça dommage. Il a pensé que personne ne pouvait le faire après lui. Oui, c'est une façon d'estimer qu'il était le seul assez génial, et c'est peut-être vrai d'ailleurs, à pouvoir dessiner Tintin. Je ne suis pas à la place d'Hergé, mais jamais je ne dirai, et je ne l'ai jamais dit, non, après moi, il y aura plus de traits, plus de Torgal, plus de trucs. C'est complètement idiot, c'est dommage. Oui, c'est dommage, et pourquoi vous pensez qu'on peut continuer quelque chose que vous avez créé qui vient du très fond de vous-même, que quelqu'un d'autre ne va pas risquer j'allais dire, de transformer le personnage? Non, mais il y a aussi autre chose. Moi, j'aime bien que les éditeurs gagnent de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est avec cet argent qu'ils peuvent engager des jeunes auteurs, avec qui ils perdent de l'argent. Donc, les priver de la possibilité de continuer Torgal, 13, etc., est une manière de les priver de leur gagne-pain. S'ils n'ont pas de gagne-pain, ils ne peuvent pas engager des jeunes auteurs. Et donc, tout s'écroule, tout s'arrête.
tout s'arrête. Bon, Tintin, vous voyez ce que Moulinsart, maintenant qui s'appelle plus Moulinsart, mais qui a changé de nom, bon, ils gagnent leur vie avec des petits personnages, des petits trucs, mais pas avec des albums, puisqu'on peut plus les faire. On peut plus les faire. Et or, ça n'a jamais été écrit. Il l'a dit, paraît-il. Bon, il l'a jamais écrit, mais c'est comme ça, ça a été dit et c'est respecté, et je trouve ça dommage. Oui. Uderzo avait dit non, stop, après moi, plus d'Astérix, puis après il avait changé d'avis. C'est possible, oui. J'en sais rien. Oui. Pas, ah ben j'en ai été témoin. Hein. J'ai pas vraiment suivi. J'ai les 2 versions dans nos archives. Une fois où il dit non, pas d'Astérix après moi, puis après il dit non, si, ça a changé. C'est compliqué pour un auteur. Mais non, c'est pas. Il faut voir sur quel pied on se tient. Moi, je dis, je suis pour les éditeurs. Je suis pour que les éditeurs gagnent leur vie avec notre travail. Il y a suffisamment d'auteurs avec lesquels ils gagnent pas leur vie pour justifier qu'ils continuent les personnages. Et je trouve ça tout à fait bien. Moi, ça m'est complètement égal que d'autres aient fait du 13, aient fait du Torgal, et ça m'a complètement égal. Je fais autre chose. Là, la preuve, là, voilà. La preuve est là. Voilà. Regardez, la flèche ardente. Donc je m'amuse. Il n'y a pas Black et Mortimer, c'est avant Black et Mortimer, on est bien d'accord. Hein. Oui, mais enfin, je l'ai écrit. Il y a l'esprit. Mais... Oui, non, mais il y a l'esprit. Ah oui, mais c'était complètement... C'est pas du tout le Jacobs habituel. Mais le Jacobs habituel a été bridé par cette fameuse loi française qui empêchait le moindre flirt, le moindre jupon. Et donc, qui condamnait les seules femmes qu'on avait le droit de voir en bande dessinée, c'est les horribles concierges. Voilà. Ah oui, on ne pouvait pas montrer de femmes... Mais si, il y en a eu quand même, mais Lady X dans Bug Danny, etc. Mais pas de flirt, pas d'intrigue amoureuse. Oui. Bah oui, c'est pas drôle, ça. C'est pour ça, d'ailleurs, dans Tintin, à part la Castafiore, il n'y a pratiquement pas de femmes. Hein. Ben non, il n'y a pas de femmes. Ben non. Parce qu'on ne pouvait pas. Mais on aurait pu, mais bon, la Castafiore fonctionne parce qu'elle est un peu grotesque. Et malheureusement, le rôle féminin était réservé à des personnages grotesques. Oui. Ça, c'est pas les auteurs qui voulaient ça. Mais non, je suis persuadé que Jacobs, comme il l'a montré dans le rayon U, aurait été ravi de montrer des petits flirts à droite et à gauche. Alors, voilà, j'ai fait un petit essai quand j'ai pris l'affaire Francis Blake, où il y a quand même une membre, je dirais, du MI5 qui est un peu un agent dormant et qui manifestement éprouve pour Blake des sentiments, je dirais, d'estime, disons. Un peu plus que d'estime. Mais maintenant, on peut se risquer à faire ce genre de choses. Mais pour ça, Blake et Jacobs a été complètement frustré, bien sûr. Il ne pouvait pas. Est-ce qu'Hergé aurait eu envie que Tintin tombe amoureux? Bon, non. Quand même. Bon, non. Il est amoureux de son chien, puis c'est tout. Oui. Hein, Il y a de l'émotion avec Chang, par exemple. Il y a l'amitié. Oui, il n'y a pas l'amour, il y a l'amitié. Oui, j'ai relu Tintin au Tibet. J'ai pas trouvé que ça fonctionnait. C'était franchement trop lourd, trop vision, non. On dit qu'il était dépressif quand il a écrit cet album. Parce que le gros ennui de la bande dessinée, c'est la difficulté de créer de l'émotion. On n'a pas la musique. Au cinéma, vous avez tatam, tatatam, elle avance dans le noir, dans un couloir, et que va-t-il se passer? Ben là, vous la faites avancer dans le noir, il n'y a pas tatam, tatatam, donc l'émotion est assez difficile à créer, mais on peut y parvenir parfois par le biais de l'amitié, c'est vrai. Mais je sais pas, moi, Tintin au Tibet, chez moi, ça n'a pas fonctionné. Oui, voilà. Votre album préféré de Tintin, c'est lequel? Pour vous, celui que vous auriez aimé écrire? Oh, indiscutablement, le trésor de Rackham le Rouge. Hein. C'est de la vraie aventure, ça. Voilà. Donc. Ou aller sur la Lune. Non, ça pas. Non. Non. Je suis pas assez. Je suis un faux ingénieur. Je suis ingénieur de gestion. Hein, donc, quand je dis ingénieur, il faut pas exagérer. Mais non, la Lune, ça demandait une technicité que je n'avais pas.
ou que je n'avais pas envie d'explorer. Mais le trésor de Rackham le Rouge, les 3 bateaux, bon, c'est assez classique, évidemment, c'est les 3 messages qui donnent. Et puis, là où Hergé était très fort, c'est d'avoir roulé son public sur le lieu exact que ces 3 petits bouts de papier désignés. Ça, c'était le coup de génie, évidemment. Mais ça, c'est le truc que j'aurais aimé écrire. Ouais. On n'en fait pas trop sur Hergé, le côté psychanalytique, c'est de comprendre l'homme, les blessures d'Hergé, son goût de l'art contemporain, y voir des choses... Ben, écoutez, prenez n'importe quel grand comédien, prenez n'importe quel grand auteur, on n'arrêtera pas d'écrire sur lui. On est plein de personnes qui sont prêtes à gagner leur vie en parlant de quelqu'un d'autre. Oui. Donc Hergé, ce sera sans fin, les analyses sur Tintin, sur Hergé. Les analyses sur Jacobs, il y a eu quand même plusieurs bouquins qui ont été écrits sur Jacobs. Oui, mais est-ce que derrière l'œuvre, on trouve qui était vraiment Edgar P. Jacobs, créateur génial? Ben, c'est un chanteur, un auteur, un comédien d'opéra qui n'a pas pu continuer pour des raisons de voix. Mais quand vous lisez Le Blick et Mortimer, vous apercevez qu'il y a un côté très théâtral dont je tiens compte quand je fais du Blake et Mortimer. On les voit pas vraiment, enfin, il y a quand même des mouvements théâtraux dans certaines séquences, avec l'éternel Ulrich, bien entendu, qui est le plus théâtral de tous les personnages, un peu trop même parfois. Et donc, est-ce que Jacobs a fait de la bande dessinée simplement parce qu'il n'a pas pu faire de l'opéra? C'est ce qu'on dit. Et il a écrit lui-même son opéra de papier. Donc, il y a une forme de frustration. Oui. Et n'oubliez pas une chose, c'est que Jacobs n'a pas très bien gagné sa vie de son vivant. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est absolument incroyable et incompréhensible. Pourquoi, du vivant de Jacobs, il a eu droit aux premiers albums. Les albums sont arrivés longtemps après les journaux. Il a eu droit aux premiers albums et ça se vendait peu. Et puis nous, les mercenaires, on reprend Jacobs après sa mort et ça se vend par centaines de milliers. On n'a pas compris, on ne sait pas. Et donc, je crois qu'il a été quand même frustré d'être à ce point, surtout à côté d'Hergé, d'être à ce point méconnu. Mais est-ce qu'Hergé n'a pas mis un peu des bâtons dans les roues de Jacobs? Il pouvait y avoir une jalousie. Oui. Il n'aimait pas trop que Jacobs paraisse dans le journal Tintin, hein, parce que Jacobs était très doué aussi. Et ça, Hergé n'aimait pas beaucoup, d'après ce que j'ai pu lire. Moi, je n'ai pas vécu ce genre de scène. J'ai rencontré une fois Jacob pour la fameuse formule, mais c'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu, de la part d'Hergé, une espèce de contre, ne poussez pas trop les albums de Jacob, parce que je ne veux pas que ça... il pouvait être jaloux, Hergé. D'ailleurs, il avait relancé Tintin face à la concurrence d'Astérix, dit-on. Oui. Je ne sais pas. Astérix a eu du succès quand Hergé vivait encore. Ah oui. Je ne sais plus, je ne sais pas. Astérix, il y a un truc que j'ai jamais compris avec Astérix, c'est le succès qu'il a en allemand. C'est étonnant parce que c'est tellement franchouillard, et c'est fait exprès que ce soit franchouillard. Oui, mais c'est une qualité dans ce cas-là. Franchouillard écrit par Goscinny, qui était un juif argentin. Hein. Oui. Mais enfin, bon, admettons que c'est quand même assez franchouillard. C'est drôle, d'ailleurs, c'est ce qui le rend drôle. Mais que c'est eu du succès en allemand, là, j'ai pas très bien compris. Or, ça a énormément de succès en Allemagne. Oui. Bon, ça c'est... Mais vous reconnaissez le talent de Goscinny. Ah, tout à fait. Et Uderzo, évidemment. Tout à fait. Et Goscinny a fait de bonnes choses aussi dans Lucky Luke et dans quelques autres aussi, indiscutablement. Que l'homme était sympathique ou pas, je n'en sais rien.
Mais il a eu des problèmes quand même avec les auteurs de Pilote, hein, mais je ne sais pas pourquoi, je ne travaillais pas pour Pilote, donc je ne suis pas du tout au courant de ce genre de choses, comme je ne suis pas au courant de plein de choses dans le monde de la bande dessinée. Hein. Oui, pourquoi vous dites ça? Il vaut mieux pas être au courant. C'est les à côté. Bah, oui, comme dans toute profession, dans tout machin. Si on se met... Bon, quand vous êtes comédien, si on donne un rôle important dans un film à le comédien A, ben, le comédien B qui espérait l'avoir peuvent aller. Ici, l'auteur A et l'auteur B ne sont pas en compétition. On peut parfaitement vendre 100 000 exemplaires de l'auteur A et 100 000 exemplaires de l'auteur B. C'est pas l'un qui remplace l'autre. Ça fait pas de l'ombre, par exemple, le succès de vos séries n'a pas fait d'ombre à d'autres auteurs. Mais je ne crois pas. Ou des jaloux, peut-être. Je ne crois pas. Maintenant, qu'il soit jaloux, ça c'est autre chose. Mais sur un plan technique, c'est pas parce que je vends 100 000 de tels trucs que mon voisin ne peut pas en vendre 100 000 aussi. C'est pas comme un rôle dans un film. Oui. Voilà. Oui. Si on revient sur ça, sur La Flèche Ardente, Jean Van Damme, ce qui est extraordinaire, c'est le côté précurseur. Et on voit d'ailleurs dans ce vous dites cette histoire complètement kitsch, mais en même temps, elle nous parle de la menace nucléaire, elle nous parle de la nature qui explose, elle nous parle de la survie de l'humanité qui est en jeu, des animaux, elle nous parle de la terre. C'est très précurseur. C'est précurseur, mais c'est... c'est traité d'une façon tellement, je répète le mot kitsch, hein, que on ne peut pas le prendre au sérieux alors que ce sont des choses très sérieuses, effectivement. Oui. Quand dans ma version, donc la suite, que le savant lève les bras en disant « Et avec cette arme, nous pouvons dominer l'univers ». Oui. Ah oui, tout de suite, il y a le président, puisque là, il n'y a pas d'empereur tyran, il y a un président qui dit « On se calme, hein. Est-ce qu'on a vraiment envie de dominer l'univers? C'est pas sûr du tout. » Et de toute façon, il n'y a plus de... le minerai a disparu dans le fin fond de l'eau, et gardons le rayon U pour guérir les maladies. Ça, c'était quand même... Fallait le faire, ça, faut le faire d'imaginer ça. Ben, écoutez, oui. C'est le rayon U, c'est tout simplement le laser. Hein? Ouais. Le laser qui n'existait pas quand Jacobs a écrit le rayon U. Oui, oui, mais c'est aussi le progrès technique qui peut aller réveiller comme ça la Terre, qui peut peut-être un jour se révolter contre la force, la puissance humaine. Oui, c'est ce que tout le monde est en train de faire. Hein. Enfin, tous les écolos en tête sont en train de dire les hommes sont en train de foutre en l'air la terre où ils habitent. Et alors, quand on a des Poutines qui, eux, vont plus loin, ils ne se contentent pas de polluer le sol. Non, ils veulent la guerre. Et, voilà, il y a des gens qui veulent la guerre, d'autres... qui la refuse. Voilà. Mais on peut parler de choses sérieuses comme celle-là. Jean Van Damme s'amuser comme un gamin. Ce que vous avez fait avec ça, vous l'avez dit. Hein. Je me suis amusé comme un grand gamin. Voilà, absolument. Oui, qui va en amuser des millions d'autres. La Flèche Ardente. La suite du rayon U d'après les personnages de J.R.P. Jacobs avec Christian Caillot, avec Étienne Schrader. C'est publié chez Black et Mortimer Éditions. Merci, absolument. Jean Van Damme. Et La Flèche Ardente, peut-être encore la suite à La Flèche après Allez. Hein? Je ne suis pas... Là, ce serait un peu du rajout. Oui. Ce serait du rajout. Mais merci de votre invitation, cher Merci Patrick. Et bravo, Jean, pour le bonheur que vous donnez à tous ces millions de lecteurs qui vous attendent, sont contents de vous retrouver, qui vont faire un triomphe à ce nouvel album. Merci, Jean Van Damme, d'avoir été avec nous. Merci à vous.